Bonsoir à vous, fils et filles de la nation. Si vous nous ouvrez votre porte ce soir, c'est que vous refusez le discours lissé des chancelleries et que vous exigez la vérité brute sur la marche de notre pays. À Kinshasa, l'humeur est aussi lourde que ce ciel de janvier. Les ondes équatoriales de Rossby saturent l'atmosphère et le Metelsat nous prévient. Les pluies diluviennes ne nous lâcheront pas d'ici la fin du mois. Mais pendant que nos quartiers craignent les inondations, une tempête plus dévastatrice encore déchire l'est de notre terre. Bienvenue sur Inside News FDC. L'actualité nous impose une rigueur absolue, tandis que les salons feutrés de Lomé abritent un nouveau ballet diplomatique pour stabiliser notre région. Le sol d'Ouvira tremble sous les roues des camions chargés de nos infrastructures, fuyant vers une frontière étrangère. Ces dossiers ne constituent pas de simples lignes dans un rapport administratif. Ils frappent au cœur de notre souveraineté et touchent la dignité de chaque famille congolaise. Nous allons disséquer comment le pillage organisé et les paradoxes militaires dessinent un futur où le citoyen demeure le grand oublié des calculs de puissance. Ce soir, nous brisons le silence sur ce décalage insupportable entre les sourires des diplomates en costume et la terreur des déplacés qui s'entassent sur le site de la plaine de Savo. La paix parvient-elle à se négocier au Togo pendant que nos ressources s'évaporent vers le Rwanda? Plongeons dans l'analyse de cette nation qui refuse de plier. Ce samedi 17 janvier 2026, la capitale togolaise devient l'épicentre d'une nouvelle tentative de résolution de la crise qui déchire l'est de notre pays. Sous l'impulsion du président Faure Gnassingbé, une réunion de haut niveau s'ouvre au palais des congrès de Lomé. Ce rendez-vous rassemble un panel de facilitateurs impressionnants, composé d'anciens chefs d'État tels qu'Olusegun Obasanjo pour le Nigérien, Uhuru Kenyatta pour le Kenya, Catherine Samba-Panza pour la Centrafrique, Sahle-Work Zewde pour l'Éthiopie et Mogwetsi Mesisi pour le Botswana. Ils tentent de coordonner des processus de paix qui se multiplient sans pour autant apaiser les souffrances sur le terrain. Cette initiative togolaise s'inscrit dans un contexte mondial où la voix de l'Afrique cherche une cohérence face aux pressions extérieures. Elle tente de bâtir une passerelle entre le processus de Washington, piloté par l'administration Trump, et celui de Doha au Qatar. Alors que les grandes puissances imposent leur propre tempo, Lomé veut incarner ce pilier africain capable de réconcilier Kinshasa et Kigali, tout en intégrant les préoccupations sécuritaires de l'Ouganda et du Burundi. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, insiste sur la nécessité de valider une feuille de route pour les 12 prochains mois afin d'unifier l'architecture de paix. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a martelé lors de l'ouverture que les efforts menés par les Africains doivent désormais obtenir une priorité absolue. Il invoque avec force le principe des solutions africaines aux problèmes africains, soulignant l'urgente nécessité de désamorcer des tensions qui menacent d'embraser l'ensemble de la région des Grands Lacs. Pour l'organisation panafricaine, il s'agit de préserver la souveraineté de la RDC tout en offrant des garanties sécuritaires aux voisins. Une équation complexe où le Rwanda et l'Ouganda expriment leurs propres exigences. Pourtant, cette volonté affichée se heurte à une réalité bien plus rugueuse. Clément Mwaba, observateur attentif de ces dynamiques, dénonce une inertie diplomatique flagrante. Malgré les signatures apposées au bas des accords de Washington par Félix Tshisekedi et Paul Kagame, les engagements peinent à se transformer en actes concrets. Kinshasa et Kigali continuent de s'affronter par des accusations mutuelles, laissant les populations dans une attente désespérée, pendant que les mécanismes de Doha, censés traiter les causes profondes, demeurent au point mort. L'analyse indépendante de cette session révèle un scepticisme croissant. L'Union africaine ne possède aucun levier contraignant pour forcer les belligérants au respect des cessez-le-feu. Sans une pression réelle sur les circuits financiers et militaires, ces sommets risquent de n'être que des répétitions de schémas passés. Les observateurs
note que l'ombre de Washington plane sur chaque décision, rendant la marge de manœuvre de la médiation togolaise étroite, voire illusoire, si les sanctions internationales ne suivent pas les discours. L'Angola, après un retrait temporaire, tente un retour discret, prouvant que la multiplicité des médiateurs fragilise souvent l'objectif final. Pour nos compatriotes, cet échec prolongé de la diplomatie signifie une seule chose, l'exil perpétuel. Des milliers de familles restent entassées dans des camps de déplacés, privées de leurs terres et de leur avenir. À chaque sommet qui s'étire, c'est une saison agricole supplémentaire qui s'efface, une année scolaire qui s'évapore. L'impact citoyen se manifeste par une lassitude profonde face à une communauté internationale qui semble privilégier la forme diplomatique sur le front humanitaire. La confiance s'érode à mesure que les communiqués de presse se succèdent, sans changer le quotidien des villages de l'Ituri ou du Kivu. Dès lors, une question s'impose. L'Afrique possède-t-elle réellement la force de peser face aux intérêts géopolitiques directs de Washington et de ses alliés? Si nos propres institutions ne parviennent pas à imposer une paix durable, ne risquons-nous pas de voir notre destin définitivement dicté par des agendas étrangers qui ignorent la réalité de nos provinces? Cette impuissance apparente de l'UA soulève l'urgence de renforcer notre propre souveraineté militaire pour ne plus dépendre de la bienveillance de facilitateurs dont les leviers sont limités par des calculs de puissance. Le gouvernement provincial du Sud Kivu a lancé un cri d'alarme ce vendredi 7 janvier 2026, dénonçant une opération de prédation d'une ampleur inédite à Uvira. Les autorités documentent le retrait factice des troupes de l'AFC M23, qui, loin de quitter la zone pour laisser place à la paix, organisent un transfert massif de biens vers l'étranger. Les faits sont accablants. 49 camions de marque Wowo et 113 camions Ben de 6 mètres cubes ont été réquisitionnés pour vider la ville de sa substance économique sous les yeux de la population. Ce pillage ne se limite pas à des richesses minérales dissimulées. Il s'attaque aux infrastructures vitales. Ces convois, officiellement destinés à déplacer des troupes vers la plaine de la Ruzizi, transportent en réalité des biens appartenant à l'État congolais et à des particuliers vers la République du Rwanda. Ce miroir international révèle une stratégie de terre brûlée économique où l'agresseur cherche à affaiblir durablement la résilience de notre nation. L'évacuation systématique via la frontière de Kamanyola démontre une planification logistique qui dépasse la simple action de guérilla. Le gouverneur Jean-Jacques Purossi Sadiki et le ministre Patrick Mouyaya ont fustigé cette mascarade. Le porte-parole du gouvernement provincial, Didier Logagnoa Bashizi, qualifie ces actes de stratégie criminelle planifiée visant à punir collectivement la population. Selon les rapports officiels, même le bitume liquide destiné à la modernisation de la route nationale numéro 5 a été chargé de force dans 34 camions pour franchir la frontière rwandaise, emportant avec lui les espoirs de désenclavement de toute la région d'Uvira. Sur le terrain, la scène est celle d'une désolation organisée. Des témoins décrivent le vol systématique des tricycles, outils indispensables au petit commerce et au transport public. Et la razzia sur le bétail des hauts plateaux conduit massivement vers Bouéguéa avant de disparaître vers des destinations inconnues. Les entrepôts sont vidés et les matériaux de construction, symboles de la reconstruction promise, disparaissent dans la nuit. C'est une asphyxie méthodique qui s'opère, privant Uvira de ses moyens de subsistance les plus élémentaires. Cette situation constitue une violation flagrante de l'article 33 de la 4e Convention de Genève et du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les experts en droit international soulignent que le pillage, la spoliation économique et l'asphyxie alimentaire d'une population civile sont qualifiables de crimes de guerre. Le gouvernement provincial estime que cette logique de destruction indirecte conduit vers un processus de paupérisation extrême, une forme de violence qui ne laisse aucune trace de sang immédiate,
mais condamne les vivants à une agonie lente par la famine organisée. L'impact pour nos concitoyens d'Uvira est catastrophique. La ville se retrouve coupée de ses circuits d'approvisionnement habituels. Les prix des denrées alimentaires explosent, rendant le simple repas quotidien inaccessible pour de nombreuses familles. Cette insécurité alimentaire forcée brise les structures sociales et pousse les jeunes vers un désespoir que des groupes armés savent exploiter. C'est une punition collective qui frappe ceux qui ont déjà tant sacrifié pour l'intégrité de notre territoire. Face à ce transfert massif de richesses, comment accorder le moindre crédit à la sincérité du retrait annoncé par Corneille Nangaa? Si les rebelles placent la ville sous la responsabilité de la communauté internationale, tout en emportant les outils de son développement, ne s'agit-il pas d'un abandon cynique après une prédation totale? Cette manœuvre de l'AFC d'M23 suggère que le retrait n'est qu'un changement de forme dans l'agression, substituant l'occupation militaire par une destruction économique irréversible. La communauté internationale peut-elle accepter de recevoir la responsabilité d'une ville dont on a méthodiquement arraché les racines de sa survie? La situation militaire dans l'Est offre ce soir un visage double, où les victoires tactiques se heurtent à des pertes stratégiques majeures. Ce vendredi 16 janvier, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont réussi à déloger la milice CRP de la cité de Bolé, dans le territoire de Djogo en Ituri. Après un mois d'occupation par ce groupe associé à Thomas Lubanga, l'armée nationale a repris le contrôle du centre de négoce et du rond-point Vajero, ramenant une présence étatique dans cette zone meurtrie. Cependant, cette avancée est obscurcie par une chute inquiétante sur un autre front. Au même moment, dans les hauts plateaux du Sud Kivu, le village stratégique appelé Point Zéro est tombé entre les mains des combattants Twirwaneho, alliés de l'AFC M23. Ce verrou, situé à l'intersection des routes menant vers Fizi-Centre et le Tanganyika, ouvre désormais une voie royale aux rebelles, contournant les défenses traditionnelles de l'armée. L'influence de l'axe Rwanda-AFC se manifeste dans cette progression vers le sud, menaçant désormais de nouvelles provinces, jusqu'alors épargnées par les combats directs. Le porte-parole de l'armée en Ituri a confirmé la reprise de Bulé, soulignant que des opérations de ratissage sont en cours. Mais dans le secteur d'Itondwe, les nouvelles sont plus sombres. Des sources sécuritaires rapportent que les militaires ont dû opérer un repli vers Mulima après des attaques intenses débutées dès l'aube ce vendredi. L'armée semble peinée à maintenir une ligne de front cohérente face à la mobilité des groupes alliés à la rébellion, qui exploitent la topographie complexe de la chaîne de Mitumba. La réalité du terrain est celle d'un calvaire sans fin pour les civils. À Bulé, bien que l'armée soit présente, les activités socio-économiques restent suspendues. Sur le site de Savo, des déplacés ont été blessés par des balles perdues lors des affrontements, aggravant le traumatisme de ces familles qui vivent sous des bâches de fortune. À Point Zéro, des centaines de familles ont fui sous des pluies torrentielles vers Nakiele au Losoko, abandonnant leurs maigres biens dans une fuite éperdue qui les laisse sans aucune assistance humanitaire immédiate. L'analyse de ces mouvements révèle le rôle crucial des combattants Twirwaneho dans la rupture du front des FARDC. En s'emparant de Point Zéro, ils ne prennent pas seulement un village, ils sectionnent une artère vitale pour les communications militaires. Cette perte stratégique démontre la fragilité de notre dispositif de défense, qui, s'il parvient à reprendre des centres urbains en Ituri, laisse des zones charnières vulnérables dans le sud Kivu, permettant à l'ennemi de se repositionner vers Mississi et le Tanganyika, loin des regards de la médiation. Pour la population, le coût est immédiat. À Bulé, plus de 1000 enfants voient leur année scolaire s'arrêter brutalement. Les responsables des écoles plaident pour des cours de rattrapage sur le site de la plaine de Savo, craignant que cette rupture éducative ne devienne définitive pour une jeunesse déjà sacrifiée. L'insécurité ne vole pas seulement le présent, elle hypothèque le futur de toute une génération
qui grandit dans le fracas des armes et l'incertitude totale des lendemains, sans accès à la moindre salle de classe. Comment sécuriser durablement les zones reprises si les verrous stratégiques tombent ailleurs comme des dominos? Cette guerre de mouvement impose une réflexion profonde sur la capacité de nos forces à tenir le terrain sur la durée, au-delà de la simple reconquête symbolique de centres de négoce. La victoire à Bulle ne doit pas masquer l'urgence de protéger les intersections vitales comme point zéro. Sans une stratégie de verrouillage permanent des axes de communication, l'ennemi continuera d'utiliser notre propre géographie pour nous asphyxier par morceaux. L'ordonnance présidentielle 26001, signée le 15 janvier 2026, vient une nouvelle fois prolonger l'état de siège pour une durée de 15 jours sur une partie de notre territoire. Ce cadre juridique exceptionnel, en vigueur depuis 2021, est censé octroyer aux autorités les moyens d'éradiquer l'insécurité. Pourtant, cette prorogation intervient au moment où des voix s'élèvent pour dénoncer une dérive inquiétante du système judiciaire sous ce régime d'exception, où l'arbitraire semble parfois supplanter la loi. Cette gestion de la sécurité s'oppose de plus en plus aux standards internationaux des droits humains. La comparaison avec les normes de l'ONU est brutale. L'état de siège ne devrait jamais servir de chèque en blanc pour suspendre une garantie judiciaire fondamentale. Alors que la communauté internationale observe nos mécanismes de transition, l'accumulation de détention sans jugement pose la question de la crédibilité de notre état de droit face aux partenaires qui financent notre réforme judiciaire. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, est intervenu publiquement pour rappeler un principe essentiel. La liberté est la règle, la détention l'exception. Son indignation fait suite à la saturation des centres pénitentiaires et aux abus manifestes dans les procédures, où l'urgence sécuritaire sert de prétexte à des arrestations arbitraires. Le gouvernement semble conscient que l'efficacité de l'état de siège est désormais contestée par ceux-là même qu'il est censé protéger des groupes armés. Le cas d'Ilemo Mosengo illustre cette tragédie silencieuse. Ce conducteur de taxi-moto croupit en cellule depuis 1 an, sans avoir jamais rencontré un juge. Son visage amaigri, diffusé dans une vidéo devenue virale, est devenu le symbole de ces prisonniers oubliés. Pour un fait mineur, un citoyen est broyé par une machine administrative qui a perdu sa boussole, oubliant que la justice constitue le premier rempart contre la barbarie des milices. Son sort interpelle chaque Congolais sur la valeur de sa propre liberté. L'analyse indépendante souligne une saturation critique des prisons et un usage excessif de la force pour des délits bénins. L'appareil judiciaire en zone de conflit est débordé, mais il est aussi parfois complice d'une gestion où la présomption d'innocence est sacrifiée. Cette situation crée un terreau fertile pour l'injustice, éloignant les citoyens d'une autorité de l'État qu'ils ne perçoivent plus que par son aspect répressif. Le régime d'exception ne doit pas devenir une zone de non-droit où la justice militaire ignore les droits civils élémentaires. L'impact citoyen se traduit par une perte de confiance dévastatrice envers les institutions. Dans les zones sous état de siège, la population se sent prise en étau entre la menace des rebelles et l'arbitraire d'une administration qui ne garantit plus ses libertés fondamentales. Sans une justice équitable, la restauration de l'autorité de l'État n'est qu'un concept vide de sens, incapable de mobiliser l'adhésion populaire nécessaire pour gagner la guerre contre l'agression extérieure. L'état de siège parvient-il à restaurer l'ordre s'il sacrifie les libertés individuelles qui constituent le socle de notre démocratie? La sécurité ne peut être durable si elle se construit sur les décombres des droits fondamentaux. Il est impératif de réévaluer ce mécanisme pour que la lutte contre l'insécurité ne devienne pas elle-même une source d'oppression pour les plus vulnérables de nos compatriotes. La force de l'État réside dans sa capacité à être juste, même au cœur de la tempête. Notre économie traverse une zone de turbulence exacerbée par des décisions administratives qui pèsent lourd sur le quotidien des travailleurs.
la fermeture des banques commerciales du 16 au 19 janvier 2026 suite à l'aménagement des journées fériées paralyse les circuits financiers du pays. Pour l'économiste Al Kitenge, cette répétition de jours chômés représente un gaspillage de ressources inacceptable pour une nation en quête de croissance. Chaque jour de travail perdu est une ponction directe sur notre produit intérieur brut, une opportunité de développement qui s'évapore dans une économie déjà largement informelle. Pendant que les agences bancaires gardent leur rideau baissé à Kinshasa, le calvaire des fonctionnaires dans l'Est prend une dimension dramatique. Dans les territoires occupés, les agents de l'État sont contraints de passer par le mobile money pour percevoir leur salaire, subissant des commissions exorbitantes de l'ordre de 5%. Pour un enseignant touchant 300 000 francs congolais, ces prélèvements successifs accentuent une précarité déjà insupportable. Le gouvernement tente de maintenir ce lien financier pour prouver que personne n'est oublié. Mais le coût de cette résilience est supporté uniquement par le petit personnel. Cette situation pose une question brutale sur notre compétitivité. Comment construire une économie forte quand l'accès à son propre argent devient un luxe taxé par la guerre? La lutte contre la corruption systémique revient au centre du débat public avec l'appel de Jean-Claude Chilombaï. À l'occasion de la présentation de l'ouvrage du Dr Roger Kaloua, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a dénoncé un fléau qui dévore les institutions de l'intérieur. Cette corruption, devenue un mode de fonctionnement, clochardise les citoyens et bloque toute réforme sincère. Le message est clair. L'élite congolaise doit rompre avec cette culture de la prédation pour redonner un sens à l'éthique publique. Parallèlement, sur le front social, une lueur d'espoir vient de Mbandaka. Une campagne de distribution gratuite de médicaments a été lancée pour combattre les maladies tropicales négligées. Des agents de santé parcourent les quartiers pour administrer de l'albendazole et du mectisane contre la maladie du sommeil et les filarioses. Cette action rappelle que la santé reste un pilier de la dignité humaine. Cependant, la transformation profonde de notre société ne passera pas uniquement par des campagnes ponctuelles, mais par la mutation de chaque citoyen passif en un acteur exigeant du changement. Sommes-nous réellement prêts à exiger des comptes à ceux qui transforment nos richesses communes en intérêts privés? L'Union africaine exprime ce soir une vive inquiétude face au désengagement des États-Unis des institutions multilatérales. Sous la directive de l'administration Trump, le retrait annoncé de plusieurs agences crée une onde de choc sur notre continent. Mahmoud Ali Youssouf appelle au dialogue pour préserver la solidarité internationale, car le multilatéralisme reste le seul levier capable de répondre aux crises sécuritaires et climatiques qui nous frappent. Pour la République démocratique du Congo, ce pivot américain est loin d'être anodin. Le retrait financier d'agences comme l'UNFPA, ONU Femmes ou le Fonds pour la consolidation de la paix pourrait fragiliser nos provinces de l'Est. Ces mécanismes financent la protection des enfants dans les conflits armés et le soutien aux victimes de violences sexuelles. Ce désengagement risque d'assécher les fonds humanitaires et de laisser un vide que les puissances régionales pourraient chercher à combler. Cette nouvelle réalité nous impose de renforcer nos propres coalitions régionales et de compter sur notre capacité à générer des solutions souveraines. Chaque information, aussi brève soit-elle, constitue un indicateur précieux de la santé de notre nation. Voici les points chauds qui ont marqué ces dernières 24 heures à travers le pays. À Walikale, dans le Nord Kivu, la population étouffe sous une inflation brutale. Le prix de la farine de manioc est multiplié par 10, passant de 200 à 2000 francs congolais. Cette hausse ne provient pas d'un manque de production, mais des barrières illégales où les transporteurs sont rackettés sans relâche, répercutant ces frais sur le consommateur final. Dans Let's Chopo, le Frivao appelle les victimes des exactions de l'Ouganda à la patience. Le processus d'indemnisation individuelle, financé par les 325 millions de dollars versés par Kampala, doit reprendre sous peu. Les victimes attendent depuis des décennies la réparation des dommages subis entre 1998 et 2003, un test majeur
pour la justice transitionnelle. À Kinshasa, le Metelsat lance une alerte maximale face aux pluies diluviennes attendues jusqu'à la fin du mois. Les risques d'inondations localisées sont réels, aggravés par l'obstruction des caniveaux et l'occupation anarchique des zones à risque. Ma vigilance est de mise pour éviter de nouveaux drames humains dans une capitale saturée par les chantiers. Au Kasaï central, le directeur général de la DGRKAC a été suspendu ce jeudi pour faible rendement. Les autorités provinciales fustigent la stagnation des recettes malgré les moyens de mobilité fournis. Cette décision illustre la pression croissante sur les régies financières pour atteindre leurs objectifs budgétaires dans un contexte économique particulièrement tendu. Pour terminer cette édition, jetons un regard d'ensemble sur les forces qui nous animent. Entre les espoirs fragiles suscités par le sommet de Lomé et la réalité brutale des pillages systématiques à Uvira, notre nation se trouve à la croisée des chemins. Nous voyons une armée capable de reprendre Boulé, mais vulnérable sur ses flancs stratégiques à point zéro, et un système judiciaire qui, sous couvert d'état de siège, oublie parfois sa mission de protéger l'innocent. L'asphyxie économique causée par la fermeture des banques rappelle que la paix est aussi une question de pain quotidien. La pensée de ce soir nous est offerte par le docteur Roger Kaloua. La corruption la plus dangereuse est celle des systèmes. Lorsqu'un système est corrompu, il produit la clochardisation des citoyens. Cette réflexion nous rappelle que la moralité publique n'est pas un luxe, mais le carburant indispensable au moteur de notre développement. La clochardisation n'est pas seulement matérielle, elle est mentale lorsque nous acceptons l'inacceptable comme une normalité. Sans une intégrité profonde au sommet de nos institutions, nos efforts resteront des coups d'épée dans l'eau. Nous vous invitons à approfondir ces enjeux en visionnant notre analyse spéciale « L'agression rwandaise entre mensonges diplomatiques et pillage organisé », disponible sur notre chaîne YouTube. Elle décode les mécanismes financiers qui alimentent le conflit à l'Est. Que la paix et la justice habitent vos foyers. Que Dieu bénisse notre nation et nous donne la force de rester debout, unis et lucides face à l'adversité. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle édition. C'était Ilunga pour Inside News RDC. Bonne continuation.